vive la Bretagne, vive la Bretagne à Lille. Le Forum international de la sécurité, qui est quand même un événement référent de cette formidable communauté de la cybersécurité civile et militaire. Alors j'appelle les 4 intervenants pour la prochaine table ronde qui va parler de la protection de la chaîne IT et aussi des objets connectés industriels. On assiste aujourd'hui à une convergence de plus en plus forte entre les technologies opérationnelles et informatiques, une convergence de plus en plus forte entre l'OT et l'IT. Dans un contexte de montée en puissance de l'industrie 4.0, de smart manufacturing, à un fort d'automatisation, de technologie temps réel, d'intelligence artificielle bien évidemment, et de 5G. Grâce à cette convergence, les entreprises fournissent toujours plus d'innovations, de produits et de services plus intelligents et connectés. Face à ce constat de la convergence, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer pour protéger ce nouvel ensemble composé de l'OT et de l'IT? Comment prendre efficacement en compte les tierces parties, ce qu'on appelle la supply chain? Comment faire collaborer en interne des équipes qui viennent de deux mondes différents, l'OT et l'IT? Quelles actions de sensibilisation et de formation menées? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Deverneau, qui est le RSSI de Safran Transmission System. Bonjour Julien. Florent Lefebvre, Business Developer Offre Cybersecurity, OT et IT chez Fortinet. Bonjour Florent. François Mazard, Cybersecurity, Sales Director France chez Unisys. Bonjour à tous. Bonjour François. Et Marc-Olivier Pal, qui est titulaire de la chaire CNI, Cybersécurité des infrastructures critiques de l'IMT Atlantique. Bonjour Marc-Olivier. Alors messieurs, je vous propose en 1 à 2 minutes de présenter rapidement la structure pour laquelle vous travaillez, et après on pourra passer au débat. Je vous en prie, Julien, allez-y. Okay. Bonjour tout le monde, Rano Julien, donc je suis RSSI de Safran Transmission System, c'est une des filiales du groupe Safran. Logiquement, en France, on nous connaît un petit peu, on fabrique les moteurs d'avion. Il y a 3/4 des avions BIM, donc on a énormément de production, on a énormément d'automates, et contrairement à l'industrie automobile, on est plutôt une industrie, on va dire, artisanale. On fabrique, quand on performe, c'est 3000 moteurs annuels qu'on va fabriquer. À l'inverse de l'automobile, on va faire des séries de millions de voitures. Nous, on performe, c'est on va dépasser 3000 moteurs à l'année. C'est plutôt des problématiques, on a à peu près tous les types d'automates. Et on fait vraiment du sur-mesure et de l'artisanat, comme les mêmes, c'est de la technologie de pointe. Bien, merci Florent, à vous. Bonjour, merci Fabrice pour l'invitation. Donc, Florent Lefebvre, je suis responsable du développement de l'offre OT et IT de Fortinet en France. J'étais auparavant chez Rockwell Automation. J'ai pu voir les contraintes et la culture de l'OT. Auparavant, j'ai passé 2 ans et demi chez Schmann Deployer en Allemagne. Bien, François. Bonjour à tous à nouveau. François Mazard, donc je suis en charge du business développement et directeur commercial chez Unisys France. Unisys est une société américaine. Nous sommes éditeurs d'une solution qui fait des micro-segmentations sur du Zero Trust. C'est une solution qui s'applique à la fois à l'IT, l'OT et l'IoT. Précédemment, j'étais chez Thales en charge du business développement sur la zone Moyen-Orient Afrique. Pour la partie académique, Marc-Olivier. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marc-Olivier Pal, je suis titulaire de la chaire CyberCNI pour la cybersécurité des infrastructures critiques à la Grande École IMT Atlantique à Rennes. La chaire CyberCNI, c'est une chaire industrielle avec les partenaires Airbus, Amosus, BNP Paribas, EDF, Nokia et SNCF. Avec ces partenaires, nous faisons de la recherche sur la cybersécurité, nous faisons aussi de l'enseignement, nous faisons des MOOC, nous faisons des écoles d'été. Je suis aussi l'auteur d'une speaker series mensuelle sur la cybersécurité et voilà. Alors Julien, je vais commencer avec vous. Vous êtes notre industriel sur cette table ronde. Face à la convergence de plus en plus forte entre OT et IT, quelles sont les bonnes pratiques à appliquer? La question, c'est sur les bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, on arrive dans un monde où on parle de convergence
France IT. C'est principalement pour des besoins métiers, on parle de l'usine 4.0, enfin, l'usine du futur, parce que globalement, on considère que c'est la quatrième révolution technologique au niveau de l'industrie. Le premier point dans la convergence, en tout cas, j'aime bien revenir sur le sujet, c'est ce qu'on appelle l'entropie technologique. Globalement, l'ensemble du CAC 40 des grandes entreprises dans le monde, on en est à la quatrième décennie d'informatique grand public. Ça fait 40 ans qu'on achète du matériel informatique, du logiciel, et on rajoute des couches en permanence et on décommissionne plus. Donc ça, c'est l'entropie technologique. C'est ce qu'on appelle l'entropie technologique. Donc aujourd'hui, nos équipes, elles sont saturées d'un point de vue gestion, que ce soit en IT ou en outil. On ne sait plus gérer l'ensemble des assets qu'on a. On a énormément. On va évidemment après parler d'automatisation pour être capable de survivre au milieu de tout ça. Mais au milieu de cette entropie technologique, le BABA, enfin on va parler d'hygiène, les basiques marchent toujours très bien. Il faut de la sécurité by design. C'est-à-dire que l'ensemble de nos projets, de nos technologies, on intègre la sécurité dès le début. Si on est capable d'avoir un bon niveau d'hygiène et un bon niveau de sécurité by design, après on est capable de résister, d'être de plus en plus résilient et de résister aux attaques. Et voilà, ça fait 40 ans qu'on l'achète aujourd'hui la technologie et on essaie de l'automatiser au fur et à mesure pour répondre aux besoins du métier et surtout on a besoin de mettre de la sécurité partout, que ce soit sur l'IT ou sur l'outil, parce que globalement l'ensemble c'est à la fin c'est que du binaire sur le processeur, il y a des IP partout, enfin c'est à peu près, pour nous les informaticiens, ça va être à peu près les mêmes technologies, après ça sert besoins fonctionnels différents, mais pour autant, ça reste de l'informatique pure et dure. Donc, ce que vous dites, c'est l'automatisation est une solution pour faire face à l'entropie technologique. C'est une des solutions pour résister face à l'entropie technologique. Mais une bonne hygiène, c'est déjà... Ça, c'est obligatoire. On peut acheter toutes les solutions sur étagère de nos chers éditeurs, mais ça n'empêche pas qu'on doit quand même patcher nos équipements, qu'on doit décommissionner nos équipements, et c'est quand même plus simple de protéger un château fort s'il est bien construit que mal construit. Alors François, je voulais vous faire réagir par rapport à ce que vient de dire Julien. Oui, déjà je suis d'accord avec ce que dit Julien, évidemment. La convergence IT-OT est aussi nécessaire parce que finalement aujourd'hui, les chaînes de production, on leur demande de l'efficacité opérationnelle, on leur demande de sortir des indicateurs. Et pour sortir ces indicateurs, on a besoin de les faire interagir avec la chaîne IT. Pour consolider ces informations, y ajouter l'intelligence artificielle, commencer à optimiser ces process industriels. Et là aussi, on voit que ce sont deux mondes qui doivent interagir et donc être sécurisés l'un par rapport à l'autre et l'un avec l'autre, ce qui est relativement complexe, puisque ce sont deux métiers, deux approches très très différentes. Et ça, c'est ce que l'on voit chez tous nos grands clients. Alors Florent, vous avez la casquette éditeur, du coup Constructeur. Oui. Éditeur également. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec ce qu'ont dit François et puis Julien, bien évidemment. IT, OT et l'intégration des demandes, oui, évidemment, c'est un grand thème. OT, c'est pas seulement les shop floor, c'est aussi, on l'a bien vu avec la présentation auparavant de Jérôme et de Martin, c'est tout ce qui interagit finalement avec le monde physique. Donc ça peut être une voiture, ça peut être un train, ça peut être bien sûr une usine, une machine, ça peut être un capteur, ça peut être de l'informatique médicale. Les drones étaient cités aussi en exemple, donc le périmètre OT croissant cesse finalement. Donc, fort besoin de sécurité, évidemment, de cette intégration pour lutter contre l'entropie, comme disait Julien, mais ce ne sont pas les mêmes cultures, en fait. Ce ne sont pas les mêmes cultures, ce ne sont pas les mêmes mondes, ce ne sont pas les mêmes contraintes technologiques. Pas les mêmes priorités non plus. Pas les mêmes priorités, c'est-à-dire que, bien évidemment, en outil, la priorité, c'est d'abord la sûreté, la disponibilité des systèmes, la protection des personnes. En IT, c'est différent. En IT, on peut rebooter. On peut patcher facilement, on n'a pas de contraintes très fortes en temps réel, alors qu'en outil, on est souvent en temps réel, avec des contraintes très fortes. Donc on est vraiment sur deux mondes complètement différents. Et l'approche qu'on a chez Fortinet pour lutter contre l'entropie, c'est d'avoir une approche globalisante, une approche systémique, qu'on appelle chez nous la fabrique, qui est en fait exactement ça, c'est pour lutter contre l'entropie, une approche de plateforme complète en défense en profondeur. Mais même en étant des technologues, on commence toujours avec nos clients à parler de people, de personnes. C'est-à-dire que si on n'intègre pas les gens de l'outil, les gens du métier dans la réflexion cybersécurité, ça ne marchera pas. Par exemple, je crois que je t'ai cité ce matin dans des conférences, les faux positifs, ce qu'on appelle le data deluge, qui est un des plus gros problèmes des équipes cyber. Si on n'a pas des gens du métier pour analyser un événement, on ne s'en sortira pas. Il faut vraiment ces connaissances de métier. Ensuite, d'un point de vue technologie, bon, nous, on a vraiment une démarche globalisante de plateforme de défense en profondeur.
Et en termes de process, notre recommandation, c'est bien sûr de créer des équipes mixtes. On le voit d'abord chez certains grands clients matures, ils commencent à intégrer des personnels outils dans les SOC, par exemple, dans les SOC IT. Ok, Marc-Olivier, avec votre casquette un peu académique et chercheur également, votre point de vue sur cette question-là? Oui, donc naturellement, je suis aussi d'accord. Donc voilà, au point qu'on a juste dit, et cette approche intégrative, comme il était aussi montré avant, c'est aussi pour moi la chose, ce qu'il faut faire. Parce que les systèmes IT-outils, ils étaient traditionnellement séparés, les systèmes outils n'étaient pas si sécurisés parce qu'ils n'étaient pas connectés. Au moins, c'est ce qu'on dit dans le monde académique un peu. Et maintenant, nous sommes sur la position qu'il faut sécuriser ces systèmes qui convergent, qui sont ensemble, qui est aussi bien parce qu'il y a beaucoup de bénéfices d'intégrer les systèmes parce que comme ça, on a beaucoup plus de souplesse, on peut utiliser les mêmes logiciels pour contrôler l'accès du bâtiment jusqu'au ordinateur qui se lance, etc., etc. Donc tout ce qui s'appelle ubiquitous computing, et comme ça, cette transformation numérique, c'est quelque chose qui est là, et c'est super qu'il est là. Mais du côté cybersécurité, c'est un grand défi de protéger ça. Sur la chaîne, nous avons 4 axes pour sécuriser. Donc, premier axe, ce qu'on a déjà entendu, écoutez, c'est sécurité par conception. Et ça, c'est quelque chose qui est super important de sécuriser les systèmes le plus que possible avec les mécanismes et les algorithmes qui existent. Mais on ne peut pas sécuriser les systèmes 100% par conception parce que les systèmes sont dynamiques, ils ont une interaction, comme on a juste entendu, avec des gens. Il y a des choses sur un processus industriel de production, par exemple, que quelque chose tombe, des choses imprévues. Et ça, c'est difficile à protéger par conception. Et comme ça, la deuxième axe pour nous, c'est monitorer et faire data analytics pour comprendre s'il y a quelque chose qui se passe qui n'était pas voulu, qui n'était pas prévu. Troisième axe, si on pense par exemple sur les ransomware, quelque chose qui était et super important aussi avec les hôpitaux et cette année, c'est quelque chose où il faut réagir très vite. Et comme ça, troisième axe de notre recherche, c'est mitigation. Comment est-ce que je peux faire quelque chose contre les attaques automatiquement ou semi-automatiquement? Par exemple, l'intelligence artificielle pour configurer ou réconfigurer les réseaux ou les pare-feux pour exclure des ordinateurs qui sont avec un ransomware très vite. Ces recherches, ça n'existe pas encore chez nous au moins. Et quatrième axe, c'est mettre l'humain dans la boucle. Donc, parce que la sécurité, c'est rien qu'il y a d'elle-même. C'est pas, ok, voilà, la cybersécurité, ce qu'on peut avoir, et c'est la même pour tout le monde. Mais c'est quelque chose de très individuel. Parce que si on reste chez une usine, il y a des processus différents, et pour les différents processus, il faut des différents droits d'accès sur les parties, des différentes protections. Et comme ça, c'est aussi un défi grand. Comment est-ce que je peux inclure l'humain dans le processus? Et pourquoi est-ce que ça, c'est un grand défi? Parce que les systèmes à sécuriser sont très complexes. Parce que si vous pensez à un système IT, c'est déjà complexe. Un système OT, c'est déjà complexe. Et si on intègre tous les deux, c'est même plus complexe. Et c'est pourquoi nous, on regarde par exemple des interfaces immersives avec le 3D, la réalité virtuelle. Et pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Parce que notre système audiovisuel, c'est très fort dans notre corps cérébral. Et comme ça, nous pouvons analyser ce que nous voyons là. Et ça, c'est un axe grand aussi de recherche sur la chair qui va probablement aussi venir durant les années à venir plus dans cette direction. Ou aussi comprendre les algorithmes IA, c'est aussi une chose de l'ordre. Voilà. Merci beaucoup François, vous vouliez réagir? Oui, en fait, sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est par rapport à la détection. Effectivement, c'est un élément très très important. Le security by design, qui est aussi un élément au cœur des enjeux aujourd'hui. Évidemment, il faut bien penser la cybersécurité dès le début, mais on se retrouve face quand même à des entreprises, dans l'outil notamment, qui ont un environnement qui est un historique, et pour lesquels finalement, cet historique, il va falloir apprendre à le gérer pour une période de temps qu'on ne sait pas définir encore aujourd'hui. Ce sont souvent des vieux systèmes, les chaînes de production continuent à tourner, elles vont continuer à tourner, on ne peut pas les interrompre comme ça aussi facilement.
Les gens du métier vous diront c'est impossible, je ne veux pas l'arrêter, ça tourne, ça fonctionne, pourquoi l'arrêter? Ça a été d'ailleurs dit juste précédemment dans la conférence. Donc il y a tout cet environnement à bien prendre en compte et aussi des enjeux métiers. On a aussi parlé du triptyque people, outils, process, c'est vraiment très très important. Bien jauger tout ça, mettre tout ça au cœur de la réflexion autour de la cybersécurité quand on va faire interagir l'outil avec l'IT. On parle, je réagis à ce que vous dites, on parle beaucoup de sécurité by design. J'aimerais bien avoir votre réaction, Julien, Florent également, sur qu'est-ce que ça représente pour vous concrètement au quotidien, la sécurité by design. Alors, qu'est-ce que ça représente? Globalement, c'est sur la présentation précédente, là, on a parlé du framework du NIST 62443, qui met déjà un certain nombre d'exigences en place. La sécurité by design, c'est bien construire par défaut son système, son entreprise. C'est pas mettre tous les assets au même niveau de sécurité. Enfin, c'est pas de la défense en profondeur. Donc on commence à avoir déjà depuis des années un certain nombre de patterns de design. Et globalement, le NIST a fait un très joli document avec tout plein d'exigences. L'ANSSI l'a également appliqué en français, donc avec un autre référentiel d'exigences. Voilà, c'est ça la sécurité by design. C'est être capable d'absorber l'ensemble de ces exigences et construire correctement nos architectures, nos systèmes d'information, pour après être capable de les interconnecter les uns avec les autres. D'accord, Florent? Oui, en effet, je pense que c'est intéressant de citer l'IEC 62443, qui est un modèle de référence qui a été développé spécialement, c'est un petit peu une sorte d'ISO 27000 pour l'industrie, et qui prend en compte les aspects de systèmes installés, comme disait François, mais aussi de nouveaux systèmes. Et pour chacun de ces systèmes, propose un découpage de l'environnement en zones, en fait, en zones et en conduits. On ne va pas appliquer les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes critères à chaque zone du système cyber-OT, afin d'appliquer les bonnes solutions au bon endroit avec les bons outils. Moi, je pense souvent à l'image de Vauban, en fait. Pour moi, la défense en profondeur, c'est Vauban. Ça veut dire établir un système de défense multicouche, mais il faut que les couches puissent être déjà elles-mêmes suffisamment fortes et qu'elles puissent aussi se coordonner, se parler entre elles. Et je compare souvent le système de défense en profondeur et donc d'automatisation de la réponse que l'on propose nous chez Forti au niveau, donc, depuis les postes de travail, les HMI, les firewalls, tout l'environnement de l'ICS suit, en fait, on peut le mapper sur des préconisations, sur le 443 ou bien NIST ou bien de l'ANSSI. Alors, il y a un sujet dont on parle beaucoup, c'est la fameuse supply chain, la fameuse chaîne d'approvisionnement. Donc ça concerne les fournisseurs, les prestataires, les partenaires. Comment on englobe cette fameuse supply chain dans les bonnes pratiques? Encore une fois, nous, ça a été géré d'un point de vue design. On a un nombre certain de points d'entrée. Globalement, c'est pour gérer la télémaintenance, mettre en maintenance nos équipements et permettre aux fournisseurs de travailler dessus. Ça, c'est assez simple, c'est de la connectivité, c'est du câble, c'est des logiciels, donc ça, on sait faire. Là où on commence à aller sur le sujet en ce moment, c'est comment faire monter en maturité nos fournisseurs et notre supply chain. Nous, Safran, on a des équipes, on a des budgets, effectivement. On a un niveau pas certain de cybersécurité, on a un niveau certain de cybersécurité. Par contre, nos petites PME qui nous vendent des automates, qui nous vendent des équipements, elles n'ont pas la culture cybersécurité et ça nous rend compte de les accompagner dans cette démarche de différentes façons, soit en les auditant, soit en les sensibilisant. Mais en tout cas, on lance des actions, nous, sur nos fournisseurs, pour les faire monter en compétences et pour qu'ils rejoignent un niveau de sécurité certain qui va nous être bénéfique. De toute façon, à la fin, ça va nous être bénéfique. Et les Américains ont lancé ça de leur côté, c'est le CMMC, travailler avec le ministère de la Défense. Il faut avoir une certaine note sur 5 pour être capable de travailler avec eux, donc prouver qu'on a un niveau de sécurité certain. Florent? Oui, entièrement d'accord avec Julien, on rejoint la notion de surface d'attaque. Qui est un des problèmes de l'outil, c'est que la surface d'attaque de l'outil, elle est géante en fait. Il y a l'intégration côté IT, l'intégration côté supply chain, l'intégration des fournisseurs, des prestataires, des mainteneurs. Et pour nos clients, par exemple, en outil, un des plus gros problèmes actuellement, c'est la gestion des existants. Donc, c'était évoqué dans des conférences ce matin. C'est un vrai problème, c'est une vraie difficulté pour nos clients de gérer les accès distants, savoir qui se connecte, quand, comment, pour faire quoi, à quoi il a accès. Donc, on essaie de les aider aussi dans ce domaine-là. Mais effectivement, l'outil, un château d'eau, une sous-station,
c'est ouvert à tous les vents, enfin, c'est perdu de la nature, donc même physiquement, la protection d'un périmètre outil est particulièrement difficile. Oui, sans compter la Smart City, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Les smart, ouais. Tout ce qui est smart. Ce sont des périmètres considérables. Ouais. Ok, François? Oui, en fait, je vais reprendre le terme de surface d'attaque, et j'aime beaucoup ce terme parce qu'effectivement, dans l'outil, c'est quelque chose de très très important, et l'accès distant de mainteneurs ou de tierces parties sur le réseau outil est un enjeu et souvent très très fort pour les entreprises. Donc nous, chez Unisys, on croit beaucoup à la micro-segmentation qui permet de réduire la surface d'attaque, qui permet finalement d'éviter les mouvements latéraux une fois qu'on est connecté sur le monde de outils, ou donc globalement dans le monde de l'entreprise. Pour ça, on va vraiment canaliser et finalement micro-segmenter le réseau pour que seules les personnes qui ont le droit finalement d'accéder, on parle beaucoup du droit d'en connaître dans certains milieux, c'est typiquement ce qu'on va appliquer dans le monde de l'outil. On va ultra segmenter pour qu'un mainteneur n'ait accès qu'à l'application, au écosystème auquel il a le droit. Et c'est un des points importants à mon sens pour, tant qu'on n'a pas atteint la maturité au niveau des tierces sociétés qui veulent accéder à notre système d'information, c'est un des moyens finalement de pallier à tout ça. Marc-Olivier, les axes de recherche sur ce point? Oui, donc je vais commencer avec ce que j'ai dit avant, la complexité. On a déjà entendu que la complexité, c'est IT OT, et maintenant on a même aussi les fournisseurs dans le supply chain qui sont ajoutés, donc la complexité augmente énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que la sécurité d'un système, c'est défini par la partie la plus faible. Et ça veut dire, si j'ai un supplier qui n'est pas sécurisé et il a remote access par exemple, voilà, c'est mon problème. C'est pourquoi partie recherche, une chose que nous faisons qui est très liée à ça, c'est si on a la cybersécurité, c'est quelque chose où même des compétiteurs ils sont d'accord qu'ils essayent bien de bénéficier aussi de la cybersécurité des autres pour sécuriser leur propre entreprise, mais naturellement on ne peut pas partager les secrets de l'entreprise. Et c'est pourquoi nous, dans la recherche, on regarde comment est-ce qu'on peut partager les données sur la cybersécurité sans partager des intérêts de l'entreprise. Parce que ça pourrait aider d'améliorer la cybersécurité entre les parties qui sont en trusting. Concernant la situation avec le supply chain, une chose qu'on a aussi discuté un peu dans la préparation de ce table ronde, c'est les trainings, donc de faire des trainings ensemble entre les fournisseurs et entre tout, aussi comme on a écouté dans la présentation avant, donc de mettre tous les gens qui sont concernés ensemble pour améliorer la sécurité d'un système. À part de ça, naturellement, comme on a aussi parlé des normes et aussi les standards dans les entreprises, c'est quelque chose qui est super important. Parce que la cybersécurité, c'est quelque chose où spécialement les entreprises qui sont un peu plus petites, ils ne sont parfois pas les outils de mettre de l'argent dedans, parce que c'est rien qui paye off au début. La cybersécurité, c'est quelque chose qui est important quand il y a un incident. Et c'est pourquoi, comme je suis une grande entreprise, il faut que je impose des règles et des choses qu'il faut implémenter sur mes fournisseurs pour que je peux être assuré au moins un peu que le niveau de cybersécurité a une certaine hauteur. Voilà, c'est son. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est la collaboration entre les équipes OT et IT. Florent en parlait chez les grands tout à l'heure, l'intégration de certaines équipes OT au sein de certaines équipes IT. Vous mentionniez ça tout à l'heure. Julien, est-ce que toute l'informatique industrielle doit basculer sous gouvernance de l'IT? Alors, la question posée comme ça, je dirais oui. Oui. En tout cas, c'est notre position et de la CIS centrale des grands comptes. Il y a encore une lutte de pouvoir, je pense, entre l'IT et l'OT, mais globalement, il y a une règle qu'on aime bien en DSI, c'est tout ce qui est une adresse IP et sous gouvernance de l'IT. Et globalement, toutes les machines deviennent connectées ont une adresse IP quelque part. Donc là, on serait plutôt pour une gouvernance de l'IT, d'autant plus il y a quand même un skill gap entre les équipes OT et les équipes IT. L'informatique est un métier, de temps en temps, mais on a des process, on a des méthodologies, enfin, on a des formations, on a des écoles d'ingénieurs. C'est pas parce qu'il y a 20 ans, on savait acheter des équipements industriels, c'était une seule machine, une seule boîte, on savait appuyer sur le bouton avec un Windows 95,
Aujourd'hui, c'est des systèmes de systèmes, c'est de plus en plus complexe. Et quand bien même on a besoin du métier, on doit travailler avec le métier et pour le métier sur les parties fonctionnelles et la mission même de l'automate, ça reste un projet informatique, en fait, de déployer l'automate aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs. Et nous, on a les formations, on a les études, on a les process en DSI central au sens large. Et je suis plutôt effectivement pour une gouvernance IT. Et concrètement, c'est ce que vous avez déployé chez Safran? Ou c'est ce que vous aimeriez déployer? C'est un peu politique. Ok, c'est là. Non, il n'y a personne qui écoute, il n'est pas mon chef dans la salle, je crois. Et non, globalement, on est en train d'y réfléchir, donc on travaille avec le métier et ça va évoluer de toute façon. Mais évidemment, le métier ne peut plus être capable de déployer ses propres réseaux, ses propres équipements, ça demande plein d'équipements dans tous les sens. Donc de toute façon, on va reprendre au fur et à mesure la main dessus. Puis c'est un métier en fait, la gestion de projet informatique à proprement parler. Il y a tout plein de gestion de projets différentes. Et on n'est pas là pour prendre le travail du métier, du fonctionnel de la partie OT. Mais pour autant, ils ont besoin de nos compétences. Et aujourd'hui, on voit, ça ne marche plus comme avant. Enfin, c'est des systèmes critiques qu'on déploie dans tous les sens. Et donc oui, on a besoin de compétences. On a besoin d'embarquer le métier avec nous, de les faire monter également de compétences. Mais je pense que oui, ça doit basculer au fur et à mesure et tout doucement sur notre gouvernance. Florent, vous voyez cette bascule aussi s'opérer? Globalement, oui. Je crois qu'il y a une étude du Gartner qui dit que d'ici 2025, 75% de la cyber-OT sera assurée par des systèmes IT. Donc oui, et puis effectivement, les automaticiens, les gens de l'OT n'ont pas forcément une culture informatique et cyber, et c'est bien normal. Et ça fait marcher des usines, ça fait marcher des machines, des ponts, des barrages, ça fait marcher tas de choses. Donc c'est bien d'avoir une collaboration, hein, comme disait Julien. Effectivement, bien sûr, drivé par l'IT, centralisé par l'IT, mais avec l'apport de compétences OT. On préconise bien sûr des équipes mixtes, là où on peut, notamment au niveau des SOC. En termes d'outillage, chez Fortinet, vous avez en fait la même plateforme qui va intégrer la cyber côté OT et côté IT. Donc là, pour lutter contre l'entropie et fournir de l'automatisation, on espère ainsi collaborer la solution du problème du cyber IT-OT. Et bon, ce qu'on voit comme pratique, c'est effectivement aussi des exercices de simulation où on partage les équipes. C'est un peu vue de l'esprit, mais j'ai vu chez certains clients l'opérateur devenir le premier rempart de défense. L'utilisateur doit être en position d'alerter. Donc c'est à nous de le former, de l'informer, pour qu'il soit capable de remonter d'alerte. François, l'opérateur comme premier rempart, ça vous parle? Oui, alors forcément, dans la cybersécurité, on dit beaucoup que l'humain est le premier maillon faible, entre guillemets. Hein. C'est souvent par là aussi que rentrent les vulnérabilités ou en tout cas les attaques. Pour rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment, effectivement, la DSI connaît son métier, connaît l'IT. Ce qui reste quand même très très important, c'est la capacité finalement à se comprendre l'un l'autre vis-à-vis des enjeux des uns et des autres. Et je pense que c'est là où il y a un gros travail encore à faire, parce que la DSI a été très focalisée sur l'IT, ce qui est bien normal. Et de l'autre côté, l'IT, les gens des systèmes industriels, de la production électrique, j'en passe les meilleurs, eux sont focalisés sur leur métier. Donc, ces personnes-là se comprennent, ce qui a été dit aussi dans la conférence d'avant, se comprennent, arrivent à parler le même langage, ce qui n'est pas forcément évident, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce que la safety peut être plus importante dans certains cadres que la sécurité informatique. Donc il y a pas mal de choses encore à voir, à revoir, pour partager, et je crois beaucoup aussi à l'aspect training, gestion de crise, faire des exercices, non seulement avec les personnes techniques, parce que les personnes techniques doivent apprendre à gérer les crises, mais aussi le management, parce qu'une crise cyber, ça impacte aussi le management, c'est des cycles de décision, et tous ces process doivent être huilés, et l'ensemble de l'industrie doit pouvoir gérer une crise cyber majeure, ce qui est aujourd'hui encore un challenge, je pense, dans beaucoup d'entreprises. On avait la chance ce matin, en fin de matinée, d'avoir l'entreprise Ingredia, qui venait partager son retour d'expérience sur un exercice de crise. Donc c'était effectivement, comme vous dites, il y avait tous les niveaux de la chaîne de l'entreprise, tous les niveaux de la hiérarchie de décision qui étaient présents. Et il y a des exercices qui permettent de le faire. On peut simuler des choses, il y a des tas de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Maintenant, il faut que les entreprises prennent en compte ces besoins, qu'on puisse les adresser. Et à ce moment-là, je pense que l'IT, l'OT, l'ensemble de l'industrie
des entreprises pourra mieux gérer ce genre de crise. Alors, Julien va réagir. Ouais, sur la gestion des exercices de crise, donc make sense. Nous, on l'a démarré depuis quelques temps, on les fait annuellement. On n'est pas obligé d'avoir de solution. Globalement, déjà sur papier, toutes les équipes dans le même bureau, sur un créneau, ça prend du temps à tout le monde. Mais juste de roder les équipes au réflexe, de savoir qui appelle, comment déclencher une cellule de crise, comment on gère la communication, comment on gère le management, quelles sont les problématiques après qui en découlent. Enfin, on a une usine arrêtée, est-ce qu'on renvoie les 600 ouvriers chez eux en mode chômage. Enfin, voilà, nous, il faut de s'entraîner, il faut prendre le temps avec le management. C'est pas forcément hyper chronophage, hyper coûteux. Enfin, on peut juste jouer l'exercice sur papier et ça a au moins le mérite d'exister et d'être fait. Si je peux revenir, je suis d'accord aussi. Et juste pour dire qu'effectivement, on peut décorréler la partie technique de la partie management. C'est deux choses ça peut être très différent. Et je pense que c'est important de les décorréler même parce que les personnes du management qui n'ont pas forcément les réflexes à avoir au niveau technique, mais par contre les réflexes en termes de process et de gestion de crise, est-ce qu'il faut renvoyer les personnes chez elles? C'est une vraie question. À quel moment je déclenche ce type de mesure? Tout ça, il faut vraiment le gérer en amont et pas le jour de la crise. Il peut y avoir des choses tout bêtes aussi, avoir le plan d'adressage imprimé, avoir le numéro de téléphone imprimé. Les numéros de téléphone, on en parle souvent, mais c'est souvent dans une database informatique qui n'est plus accessible à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Est-ce qu'on passe par le téléphone portable si le téléphone de l'entreprise ne marche plus? Le manuel de crise aussi, en format papier, c'est pas mal. J'ai vu un exemple d'escape game sur ce thème-là, organisé par l'Inclusif, et c'était extrêmement intéressant. Donc, on fait aussi du Clusif à ce sujet. Marc-Olivier. Cette intégration des gens, c'est la grande chose, comme on a entendu. Et aussi, à la fin, nous n'allons pas tous être les mêmes experts de la cybersécurité. Comme ça, nous avons tous les compétences que nous avons, mais il faut avoir les interfaces. Comme ici maintenant et aussi avant dans la présentation. Et ce genre d'exercice, c'est vraiment quelque chose de superbe qu'il faut faire souvent pour que les interfaces marchent. Parce que s'il y a une attaque, il faut réagir vite. Et il faut réagir dans toute l'entreprise, avec toute la chaîne des systèmes qui est là. Je veux brièvement retourner à cette chose que j'ai dit au début, ces interfaces 3D, parce que avec la crise sanitaire, ce que nous avons vu, c'est que les gens ils ont travaillé de la maison et pour faire ces exercices, la communication est vraiment essentielle. Donc, il faut idéalement être dans un situation room pour être ensemble avec les différents gens, les différents gestionnaires des différents teams pour coordonner tout ça. Et ces interfaces immersives 3D virtuelles, c'est quelque chose où nous regardons, est-ce que ça est possible d'être dans un monde virtuel avec des casques. Donc je viens chez mon salle de séjour, je mets des casques et je me connecte avec les autres experts et on est dans le même espace, on regarde les données. On peut même changer de vue sur les données. C'est un peu comme dans le Matrix où vous pouvez switcher. Ok, maintenant je vais bien regarder cet aspect et voilà, Florent, est-ce que tu peux regarder ceci-là? Viens chez moi et on peut regarder ensemble, on peut parler. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant de regarder. Et aussi, si on regarde ça, c'est intéressant, mais c'est aussi clair, ça, c'est aussi une autre dimension de complexité parce que ce sont des systèmes en plus, des interfaces, qui, mais en même temps, ils sont super importants. Mais si on a ces systèmes, la prochaine question après va être comment est-ce que je peux sécuriser ces systèmes? Parce que sur la réalité virtuelle, c'est même plus facile d'impersoner quelqu'un, de dire ok, maintenant je suis François, j'ai la voix de lui et je peux faire quelque chose dedans. Comme ça, intégrer les gens, peut-être utiliser les nouveaux outils comme les interfaces 3D et communiquer. C'est le plus important. Alors Julien, vous voulez réagir? Ouais, je suis un peu ponctué, les interfaces, la réalité augmentée. Déjà, si on maîtrisait bien Zoom dans l'entreprise, et dans le monde, après un an de confinement, je pense qu'on a tous eu quelques aventures sur Zoom, sur Citadel, sur whatever. La batterie sont un peu de marge avant d'y arriver.
Alors, on va passer aux questions du public. Juste avant de passer aux questions de la salle, j'ai juste une petite question à vous poser. En 30 secondes, je vous demande de répondre à la question suivante. Quel est votre sentiment par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans? Est-ce que les choses ont beaucoup changé ou est-ce qu'on est au même point? Quel est le bilan selon vous aujourd'hui? Bon, très très rapidement, Julien. Je pense que globalement, tout a évolué. Déjà, il y a 10 ans, on parlait plus de SSI que de cyber. Le buzzword cyber a apparu quand même ces 5 dernières années. Les mentalités évoluent. On voit en entreprise, on commence à en prendre de plus en plus considération, de plus en plus de budget. Donc, globalement, ça avance dans la bonne direction. Florent? Oui, même commentaire. Les attaques qui ont fait la une des journaux ont bien accéléré les processus et les courbes de maturité, malheureusement, heureusement. Autour d'efforts que l'ANSSI, par exemple, autour des catalogues industriels, le CLUSI dont je parlais, des outils comme l'IEC 62443, c'est quand même des progrès. Et puis les outillages. On a quand même maintenant des outils puissants et aussi des compétences dans les sociétés de services pour accompagner la cyber-outil. Pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit. Évidemment, la maturité progresse, c'est un fait. Maintenant, des attaques subsistent. À chaque fois qu'il y a une attaque, il faudrait faire un petit retourner d'expérience sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi l'entreprise a été hackée. À partir de là, développer, continuer, progresser. C'est un chemin perpétuel qu'il faut instaurer dans l'entreprise. Rien n'est jamais acquis, donc continuer. Marc-Olivier? Pour moi, c'est l'effort pour le changement, c'est juste regarder la presse, parce que dans la presse, maintenant, on peut lire des articles sur des cyberattaques. Et il y a 5 ans, 10 ans, il n'y avait rien. Il y avait zéro. Quand j'ai parlé à quelqu'un random de la rue sur la cybersécurité, c'était... C'est quoi? Je ne sais pas, c'est comme parler sur Internet il y a 20 ans, 30 ans. Et sur les entreprises, je pense que ça a beaucoup amélioré la situation parce qu'ils ont déjà la cyber awareness, donc ils savent qu'il faut faire quelque chose. Il peut encore améliorer naturellement. On a parlé de l'information, etc., mais ça marche dans le bon sens. Et aussi, partie gouvernement, c'est vrai que le gouvernement reste aussi sur la cybersécurité des entreprises et aussi sur la cybersécurité sur la recherche. Quand on regarde ça, moi j'ai aussi bénéficié de ça avec les partenaires et ça c'est quelque chose d'important et pour moi ça marche dans le bon sens. Très bien, merci beaucoup messieurs. On va s'intéresser aux questions de la salle qui, je n'en doute pas, sont nombreuses. Monsieur, au premier rang. Bonjour, monsieur Clouba. Pierre Mélaguet, Société Grossiste, pour la maîtrise et la performance des équipements automatisés, tout secteur confondu en France. Ma question s'adresse plutôt à monsieur Tréano. Vous commenciez le pitch tout à l'heure en présentant le business de Safran comme étant comparable, mais un petit peu à l'opposé du domaine automobile, pour les questions de cadence en fait, de production. Donc ma question, elle porte sur ceci. Dans le domaine automobile, on peut se dire qu'effectivement, une indisponibilité de l'outil entraîne une incapacité à tenir les cadences. En fait. Et donc pour Safran, une indisponibilité de l'outil entraînerait quoi du coup? On jouerait plutôt sur la qualité? On cherche évidemment la disponibilité et nos usines elles tournent 24/24, on a les chiffres, les 3/8 et tout. On peut se permettre un peu d'indisponibilité sur nos équipements dans la chaîne de production. Les temps de fabrication sont plus lents et clairement, contrairement à l'automobile, on n'est pas complètement flux tendu. Oui, ça va. Nous, ce qui nous fait le plus peur, c'est plutôt la perte de qualité de nos pièces que la disponibilité. Pareil, on sait gérer la disponibilité, on n'a pas le même curseur que l'automobile. Un autre point que je voudrais ajouter, peut-être, c'est la notion de fuite de données, de data leak. On a souvent l'idée de l'outil comme un arrêt de production, mais il y a un point qui est plus grave à mon avis, et c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est en fait des attaquants qui en fait s'intègrent dans les systèmes pour du vol de données, du vol d'IP. Et ça, c'est un point qui est encore malheureusement peut-être un peu négligé. Et peut-être pour
aussi ajouter une partie OT, c'est aussi Building Management. Et si j'ai une banque, par exemple, et le OT ne marche pas, personne ne peut entrer le bâtiment, et ça, c'est un peu grand. Même s'ils ne sont pas une production avec OT, mais comme on a dit au début, le OT, ce sont tous les systèmes cyberphysiques où on a une interface entre le logiciel et le physique, et c'est vraiment presque partout. Et comme ça, l'impact est vraiment beaucoup plus grand aussi, à part de la production de quelque chose. François, vous vouliez réagir? Non, enfin, globalement, tous les systèmes dits industriels, OT, c'est des systèmes où la disponibilité est importante, la disponibilité à différents égards. Il y a aussi tous les indicateurs qu'on peut remonter, la protection intellectuelle évidemment. Il y a énormément de choses derrière l'outil. C'est pas juste produire un flux tendu. Je sais que c'est pas ce que vous vouliez dire justement, mais c'est un des éléments parmi l'ensemble des attaques qui peuvent impacter au niveau d'une chaîne de production. D'autres questions dans la salle? Monsieur au premier rang également. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Gérald Frangis. Question pour Julien. Julien, comment les services métiers OT ont été intégrés dans l'IT, d'un point de vue de la cybersécurité? Bonne question. Globalement, ce que je disais, on a travaillé on a mis en place un gros corpus d'exigences il y a 2-3 ans. En gros, notre security by design. On l'a fait sous forme de communauté, intégrant l'IT et l'OT, les différents métiers. Safran, c'est à peu près aujourd'hui 14 filiales. Donc, on avait une communauté avec l'ensemble des filiales, l'ensemble des représentants de l'IT et de l'OT. Et chaque exigence qu'on a passée, on l'a fait valider par l'ensemble des métiers, IT et OT. Et on leur a dit aussi, c'est un peu le deal qu'on a fait avec les métiers, c'est que globalement notre modèle d'exigence, donc en gros d'urbanisation, on le fait de façon itérative. On met un certain nombre d'exigences et tous les 6 mois on revoit le modèle, est-ce que ça tient avec les use cases métiers, et au fur et à mesure on essaie de faire passer l'ensemble des use cases métiers et l'ensemble de nos usines à travers cette urbanisation. Pour le moment ça tient. Évidemment il y a 2-3 points d'échauffement de temps en temps parce que voilà, il y a 2-3 use cases avec certaines technologies un peu compliquées, mais on a depuis le début intégré le métier dans cette démarche-là. Donc c'était sous patronage entre guillemets de l'IT, de la SSI, mais le but c'est, on a pris notre bâton de pèlerin, on a évangélisé les métiers, on allait voir l'ensemble des métiers, et le but c'est de fédérer l'ensemble des use cases sur ce modèle-là. Et pour moi ça tient. Alors, monsieur au deuxième rang. Monte d'un rang à chaque fois. Enlevez mon masque, bonjour, donc Jean-Christophe Marpeau, j'ai en charge le programme mécatronique. Petite question, alors, aux 4 personnes, ça concerne effectivement la partie objets connectés et les fournisseurs de solutions, les offres de solutions. Vous avez parlé de montée en compétences. Est-ce que vous avez déjà identifié des freins à cette montée en compétences, surtout aux offres de solutions qui sont hors secteur ou hors secteur cybersécurité? Je parle aux fabricants de machines spéciales IoT et sur mesure et autres. Bonne question. Des freins, ouais. Et donc évidemment, il y a certains de nos fournisseurs de machines sur 2-3 sujets ne veulent pas évoluer. Après, c'est une discussion. Et on a un truc super bien qui s'appelle les contrats, dans lesquels on rajoute les exigences pour assurance sécurité. Et dans ces contrats-là, d'entrée de jeu, dès qu'on signe avec quelqu'un, on met d'entrée de jeu les audits et un peu d'accompagnement. Donc on n'est pas encore capable d'imposer à certains fournisseurs de faire évoluer leur système d'exploitation de telle machine ou d'installer l'antivirus qui va bien à tel endroit. Pour autant, avec un peu de discussion, un peu de sensibilisation, les contrats, on arrive à les faire un peu évoluer tout doucement. Mais effectivement, sur certains équipements, on a le droit de rien installer. Mais la règle du jeu chez nous, elle est assez claire. Si on a le droit de rien installer, on peut en prison dans un coin. On déconnecte du réseau. Donc à un moment, si le métier veut être connecté, veut son big data, veut son analytique, il faut que l'éditeur évolue, que nous on fasse 2-3 passes droits, mais c'est donnant-donnant. Ça ne peut pas être unilatéral comme discussion. C'est vrai que du côté de l'écosystème des fabricants, il y a un effort à faire. Il y a aussi un déficit de standards de cybersécurité pour les objets connectés, il faut bien le connaître. Il y a quand même le 62443, encore lui, qui est notre rescousse avec le chapitre 4.1, 4.2, je pense que Julien aussi faisait un peu allusion, qui donne des guidelines et des niveaux de sécurité à atteindre pour les services et pour les produits, notamment dans le cadre d'un grand
Sanglier comme Safran. Donc on peut utiliser aussi cette référence. Nous, on a une approche chez Unisys qui est un petit peu différente, c'est-à-dire les objets type IoT, qui sont des micro-objets sur lesquels la couche de cybersécurité n'est pas forcément facile à intégrer. C'est un peu de les mettre en prison. Là, je reprends le terme de Julien. C'est vraiment de les isoler, les mettre dans une zone ultra sécurisée, ultra robuste, de manière à finalement éviter qu'une attaque puisse se propager par ce biais-là. Mais c'est vrai que sur les composants IoT, IIoT, la couche cybersécurité n'est pas toujours ultra bien développée, et en tout cas, c'est un vrai enjeu pour les années à venir avec l'émergence de la 5G. Enfin, on parle de beaucoup de choses là qui arrivent et pour lesquelles on n'est pas forcément bien préparé. Je donne la parole à Julien et après Marc-Olivier pour conclure. Ouais, je suis obligé de t'en parler, mais j'ai bien rappelé que IIoT, il y a quand même juste une lettre d'écart avec IDIO. Pardon. Oui, Marc-Olivier, rapidement. Je voulais juste ajouter que c'est le problème pour les IoT qui ne sont pas sécurisés, mais aussi pour juste les legacy hardware qu'on va toujours avoir. Donc ça veut dire même si tous les fournisseurs sont à un niveau cybersécurité qui est très haut, on a encore des anciennes choses qui sont là, qu'il faut encore inclure. Et comme ça, il faut vraiment avoir les pare-feux autour de ça, qui est complexité et aussi sustainability en plus. Donc il faut d'énergie, il faut de sécuriser, etc. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Merci infiniment, messieurs, pour votre participation. Je crois qu'on peut vraiment vous applaudir. Merci.